Et on est en direct avec Lynn aujourd'hui. Hello Lynn, Salut, bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va nickel. Et toi et vous du coup? Moi Pour tout le ça monde? va aussi parfaitement Ouais, malgré la chaleur, mais bien content que l'orage soit arrivé. ça va. Oh. Ah Les oui, gens c'est l'orage chez toi? et l'orage hier soir, ouais, c'était un peu le branle-bas de combat Ah bah sur nous sur aussi. Paris, ouais. Mais ça a le mérite d'avoir fait fuir un peu la chaleur. Après ce Exactement. petit point météo, je te propose, je De te passer au vif du sujet? C'est ça. Bienvenue, à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire, en compagnie de Lynn sur le sujet du coup du web. Après avoir fait le SEO la semaine dernière avec Sébastien, on s'attaque au web avec Lynn aujourd'hui. Ce que je vous propose, je reconnais déjà deux trois noms dans le chat, mais c'est de vous présenter éventuellement, rapidement, nous dire un peu ce que vous faites dans la vie, ce que vous portez comme projet, si vous avez déjà des notions en web et éventuellement, si vous le souhaitez, de vous noter de 0 à 10, j'aime bien poser cette question, sur la compétence du coup de conception web, pour qu'on sache un peu avec Lynn comment orienter la présentation. Voilà, donc tout le long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter. Moi, de mon côté, je m'occuperai de la modération. Je n'hésiterai pas à mettre en avant vos questions. Les plus pertinentes et les plus faciles à répondre pour Lynn seront du coup mises en avant pendant la présentation. Mais vous inquiétez pas, toutes les questions seront traitées. De toute façon, on a un petit temps qui est prévu pour ça à la fin de la Ouais. présentation. Voilou. Bah, écoutez, je vous propose de démarrer. Il est 12h02. On va pouvoir commencer, Lynn, en commençant par ta présentation. OK, merci Victor. Alors, et bien du coup, donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler surtout du métier de webmaster, et surtout comment, devenir webmaster aujourd'hui. C'est quoi ce métier? Et on va parler justement un petit peu de, comment se démarquer et comment va potentiellement évoluer du coup ce métier. Alors, une petite présentation rapidement. Donc, moi, je suis Lynn, je suis référente de la formation WordPress chez WebMyDay. Je suis coach aussi de cette formation. Je suis bretonne et je suis aussi freelance à mon compte, du coup, webmaster et aussi en consultante SEO, rédaction web. Victor, je ne sais pas si tu voulais te présenter rapidement aussi. Ouais, carrément, avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis le cofondateur de WebMyDay que j'ai créé avec, Léopoldine il y a 5 ans maintenant. Ça y est, on commence à être un peu vieux, bah, c'est toujours un plaisir, hein, de partager avec vous, notre savoir à travers les formations, mais aussi à travers les cours collectifs, les webinars pour les gens qui ne sont pas encore chez nous. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver toujours sur ces moments-là. Et aujourd'hui, bah, du coup, avec Lynn, sur la co-animation de ce webinar sur la partie WordPress, conception web, ce qui fait sens parce qu'on a co-créé ensemble le nouveau programme de formation Ouais, qui est en ligne depuis septembre maintenant. Voilà. c'est vrai. Hop. Trop cool. Alors, et bah, du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est déjà un petit tour d'horizon du métier de webmaster en 2025. C'est quoi être webmaster? Très concrètement, hein, vraiment, on va parler de chiffres, de définitions et il y aura aussi des informations qui vont vous apporter sûrement quelques réflexions. Bien évidemment, quand on parle de l'évolution du métier de webmaster, de l'avenir du webmaster, on va bien évidemment de parler de l'IA, le rôle de l'IA dans le rôle de webmaster, dans le métier de webmaster. Est-ce qu'elle va mettre fin au métier de webmaster? Spoiler, non. La dernière partie, du coup, comment faire sa place en tant que webmaster? Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Et on terminera quand même par les questions-réponses comme d'habitude, sachant qu'on va aussi faire des petits temps de questions-réponses aussi entre chaque partie, hein, si c'est pertinent en fonction de ce qu'on vient de dire. Sachant que ça arrive très souvent que vous posiez aussi des questions, on va y répondre plus tard. Donc voilà. Tout à fait. Je Euh, rappelle qu'il y a une petite typo sur, partie 5 qui devrait être la partie 4, nos excuses. C'est qu'il y avait Ah une, oui, il y avait peut-être une partie 4 qui a il y avait été une retirée. partie 4 à la base, Donc on passera directement à la finalement. partie 5 sur les questions-réponses, effectivement. Et Exactement. voilà, donc vous avez le sommaire sous les yeux. On a beaucoup de sujets, à traiter aujourd'hui.
notamment la partie 2, la partie 3 qui risque d'être assez costaud. On va essayer de faire en sorte d'être dans les temps et de vous donner tout ce qu'il y a à savoir sur ces sujets-là, tout en prenant le temps de répondre à vos questions sur la fin. Voilà, donc on va essayer d'être efficace et pas trop bavard. Voilà. Ok, on est parti? Allez, c'est parti. Alors, du coup, tour d'horizon du métier de webmaster en 2025. Donc déjà, hein, on commence par le début. Définition, c'est quoi un webmaster? Donc, le ou la webmaster conçoit, développe et entretient un site internet. Voilà, il y a rien de plus compliqué, c'est assez basique. Je pense que vous connaissiez déjà la définition, mais pourquoi on vous met la définition? C'est parce que sûrement, c'est une question qui revient souvent, c'est aussi quand on se lance à son compte ou qu'on veut répondre à des annonces, c'est quel intitulé je vais choisir, quel intitulé je vais prendre, parce qu'en réalité, il en existe plusieurs. On a aussi web designer. Donc, web designer va être plutôt chargé de concevoir et de réaliser l'identité visuelle d'un site internet. On a le développeur web qui va construire vraiment un logiciel, un site internet ou une application mobile en codant. Et le concepteur web, lui, va imaginer les sites internet sur mesure pour ses clients. Le concepteur web a un rôle d'étude et de conseil. Voilà, donc à partir de tous ces intitulés-là, la question, ça va être, vous, dans votre réflexion, quel intitulé vous allez choisir. Alors, on a un petit résumé ici, hein. Si vous partez plutôt sur l'intitulé webmaster, on va vraiment être sur de la mise en pratique, mise en application, la partie un peu plus technique. Web designer, vous êtes orienté vraiment sur la partie graphisme, esthétique. Tandis que concepteur web, on est vraiment sur l'accompagnement, l'écoute avec le client, les échanges, vraiment de faire quelque chose de vraiment sur mesure, adapté pour le client. Alors, on s'entend bien, c'est pas parce que vous mettez l'intitulé webmaster que vous ne faites pas un site qui est beau, qui est graphique, qui est esthétique, que vous n'allez pas faire de l'accompagnement sur mesure, etc. En réalité, surtout pour les freelances, vous allez avoir vous allez cocher un petit peu toutes les cases. C'est juste que dans l'intitulé, peut-être vous allez vouloir mettre un élément plus en avant par rapport à un autre. Peut-être que vous allez choisir aussi un intitulé parce que vous savez que vos potentiels clients ont l'habitude de rechercher plutôt le terme web designer plutôt que webmaster. Donc voilà, dans cette présentation, on va parler de webmaster, mais ça englobe vraiment tous ces métiers-là, hein, pour que ce soit un peu plus clair. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est difficile toujours de se positionner sur ces différents mots métiers qui, en plus, ont été beaucoup écorchés, hein, avec les années. On a tendance à utiliser l'un pour parler de l'autre. Web designer a Ouais, été énormément utilisé par tous les freelances sur WordPress, alors que web designer, quand même, avant tout, c'est de la création de de maquettes. design pour le web, Ouais. c'est ça, de maquettes. Il y a beaucoup moins de notions web. Mmh. Donc c'est vrai qu'on mélange un peu tout et aujourd'hui, le mot-clé qui englobe un peu tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous savez faire, en tout cas à l'issue d'une formation WordPress comme chez nous par exemple, c'est webmaster, c'est celui qui englobe un peu de tout, de la C'est ça. création, de la conception, de la gestion de CMS, ce que va pas faire le web designer, ni l'intégrateur web, qui est un peu l'autre mot un peu technique, pour, Ouais. toute la partie codage, la partie design un peu technique, mais qui va pas s'occuper de la gestion au quotidien du site. Voilà. C'est ça et pourquoi il y a ces différents intitulés quand même? On va les retrouver plutôt dans les grandes entreprises ou dans les agences web où le webmaster travaille, en collaboration avec le concepteur web, avec le web designer et là, dans ce cas-là, c'est vraiment des métiers différents. Par contre, si vous êtes vraiment à votre compte et que vous gérez, toute la création du site web du début à la fin, hem, voilà, là, vous aurez toutes les casquettes, mais il vous faut quand même choisir un intitulé. Donc webmaster, c'est celui qui va quand même plus englober l'ensemble, comme disait Victor, mais après, vous pouvez mettre en avant plutôt la partie graphisme, si c'est votre spécificité, avec des super belles maquettes, etc. Et quand même faire de la création de site internet derrière. Voilà. Alors, pourquoi on n'a pas parlé de développeur web? Parce que développeur web, comme intégrateur web d'ailleurs, c'est encore un petit peu différent. Normalement, vous n'allez pas choisir cet intitulé parce que c'est vraiment associé aux personnes qui savent coder. Alors, peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous savez coder, que vous savez faire des sites internet en codant. Et dans ce cas-là, vous pouvez, et sûrement vous allez choisir ce terme de développeur web.
Mais autrement, vous n'allez pas prendre cet intitulé parce que c'est vraiment fait pour les personnes qui codent. Et du coup, comme on est sur une autre compétence, on est aussi sur d'autres cibles. Ça va être souvent sur des projets bien plus importants et du coup d'autres tarifs, des projets bien plus chers. Si vous regardez les tarifs des développeurs web et des webmasters plus classiques entre guillemets, souvent il y a vraiment une différence de tarif, une différence de prix. Et les développeurs web, on va être sur des projets vraiment ultra personnalisés et beaucoup plus complexes. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a, j'anticipe une question. Pourquoi un client passerait du coup par un développeur web plutôt qu'un webmaster et inversement? Et pour renforcer l'idée que c'est pas la même cible, l'inconvénient des développeurs web, si vous voulez par exemple créer un site vitrine vraiment très classique, le développeur web, déjà c'est plus cher parce que c'est beaucoup plus long de coder un site de A à Z, donc ça va être plus cher pour le client, c'est pas très intéressant. Et surtout, le client va vraiment être dépendant du développeur web. S'il a besoin de modifier une phrase, une photo, quelque chose comme ça, il est obligé de demander à chaque fois au développeur. L'intérêt du webmaster, on en parlera après, qui ne code pas, mais qui utilise des outils comme WordPress par exemple, il peut très bien faire une mini formation avec son client par la suite et son client est capable de modifier une phrase, voilà, de faire pas les grosses modifications du site bien évidemment, mais de faire des petites modifications à un prix plus raisonnable. Donc voilà, c'est pour ça on est vraiment sur 2 cibles différentes. J'en profite également pour faire, pour compléter, tout à fait aligné avec ce que tu dis. Attention au mot développeur, hein, autant on peut faire un peu l'amalgame sur les 3 derniers, parce que Oui. voilà, tout le monde s'y perd un peu. Développeur, étant développeur, moi je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de freelance se dire développeur parce qu'ils maîtrisent un tout petit peu de CSS et d'HTML. On Ouais. rappelle que le HTML et le CSS, ce sont pas des langages de programmation, c'est du codage, mais c'est du front, voilà, et tout le monde peut en faire un petit peu par-ci par-là. On n'est pas développeur pour autant. Développeur, ça demande vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences en Mmh. programmation, en logique, en langage particulier, notamment du PHP, du back-end, du JavaScript, beaucoup de choses. Et comme le dit Lynn, bah, tout simplement, c'est deux objectifs totalement différents. On ne va pas refaire un petit site vitrine en full code. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et moi, je suis développeur et je peux le dire, ça sert à rien. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué à maintenir aussi, à mettre à jour. Donc ça sert pas à grand-chose. Par contre, on va aller chercher le développeur web dans le cas d'un gros projet, C'est d'une ça. grosse plateforme un peu compliquée sur mesure, qui Mmh. va avoir des grosses fonctionnalités, voilà. Et dans tous les cas, on va aller chercher un public qui a un budget assez conséquent. C'est ça, c'est Donc pour toutes les entreprises qui veulent vraiment développer leurs outils en interne, souvent, ils veulent avoir leur propre CRM, leur propre, outil qui est lié à ce CRM, avec le site internet, leur application. Voilà, tout est lié. Une application mobile qui, demande des, des fonctionnalités super spécifiques. Là, on va faire appel aux développeurs. Après, un web designer, par exemple, peut très bien travailler avec un développeur web, par exemple. Mais bien sûr. là, on est sur des niveaux souvent, on est plus sur des agences web ou des grosses entreprises. Bien sûr. Mais effectivement, ouais, c'est très important parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on commence à avoir quelques notions, hein, qui sont, déjà assez complètes sur du CSS, du HTML, on a tendance à vouloir utiliser le mot développeur pour se démarquer un petit peu, mais c'est vraiment pas une bonne idée, parce que vous pouvez, vous confronter à des demandes que vous ne saurez pas, à laquelle vous ne Mmh. saurez pas répondre, et puis, un peu également de retour un peu négatif du reste de la communauté qui sera pas d'accord avec ça. Cela étant dit, c'est important d'avoir des notions de code, hein, Ouais. quand vous êtes sur des CMS, évidemment, et c'est un gros plus, et c'est à mettre quelque part, sur votre profil. Je pense à Malte notamment, parce que ça peut faire la différence par rapport à quelqu'un qui n'a pas ces notions. C'est vraiment pas ce qu'on dit, hein, mais juste ne pas faire l'amalgame entre avoir ces notions de base de CSS, de HTML et être dev, qui est vraiment quelque chose d'autre. Voilà. J'en Yes. profite juste pour finir là-dessus, Lynn, et après je te laisse tranquille, Ouais, sur une petite question qu'il y a eu sur le chat qui fait ouais. sens par rapport à tout ce qu'on a vu. En tant que graphiste, pour le coup, là, c'est une question de Carole d'ailleurs Mmh. que je vais afficher. En tant que graphiste freelance, pour répondre à la demande de nos clients, est-ce qu'il vaut mieux du coup utiliser le mot web designer, comme on parlait de design? Ouais, bah, en fait, là, c'est vraiment,
propre à toi, à tes clients. Effectivement, tu peux parler de web designer pour mettre en avant justement que tu es vraiment graphiste, que tu as vraiment cette patte, plus esthétique, plus orientée sur le beau, voilà, c'est vraiment, ta qualité première en tant que créatrice de site internet. Mais c'est pas du tout obligé, hein. Tu peux être webmaster et graphiste, par exemple. Tu peux aussi prendre ce double intitulé. On en parlera un petit peu plus tard aussi. Mais il y a pas de règle en soi. C'est pas parce que tu es graphiste et que tu crées des sites que tu dois être, que tu dois prendre l'intitulé web designer. Voilà. C'est juste qu'il faut comprendre un petit peu ces légères distinctions parce que, on a tous eu, hein, cette réflexion sur l'intitulé qu'on va prendre, comment on va définir notre poste et cetera. Donc voilà, comme c'est des questions qui reviennent très souvent, ça nous paraissait, bien d'en parler, mais il y a pas de règle sur, le terme que vous devez prendre, ensuite, hein. Si ce n'est développeur web. Là, c'est vraiment à part. C'est ça. On a Très bien. compris. Merci beaucoup, OK. Lynn. Allez, je te laisse sur la suite, Yes. enchaîner un peu. Alors du coup, où est-ce que, peut travailler le webmaster? Donc évidemment, il peut travailler à son compte, en freelance, avec ou sans partenaire de travail. Donc par exemple, il peut travailler avec des graphistes, avec des consultants SEO, mais voilà, il peut être du coup à son compte. Sinon, on va retrouver en agence web, donc là, le webmaster peut travailler soit il est webmaster et vraiment il fait toute la partie, création de site web de A à Z, mais souvent on a justement des web designers, des concepteurs web, pourquoi pas des développeurs, mais là, c'est encore autre chose. On a des spécialistes SEO, et cetera. Là, ça va dépendre des agences web. L'intérêt, c'est qu'on peut travailler avec plusieurs clients et sur plusieurs projets. C'est pas mal pour monter en compétences, pour tester plusieurs secteurs d'activité, et cetera. Et sinon, il peut bien évidemment travailler en entreprise, mais là, on va quand même sur si c'est vraiment que le métier webmaster, on va être sur des entreprises plus importantes, plus grosses, où le webmaster va s'occuper soit du site de l'entreprise, soit de plusieurs sites de l'entreprise. Je sais pas, il y a des entreprises qui s'occupent de différentes enseignes, par exemple. Chaque enseigne a son site internet. Eh bien, il y a besoin de les mettre à jour très régulièrement. Là, il y a les soldes qui arrivent, et bah, faut mettre en avant les soldes sur tous les sites web en même temps. Voilà, des petites choses comme ça. Les maintenir aussi à jour pour qu'ils soient sécurisés, et cetera. Voilà, donc là, dans la présentation, on va faire en sorte qu'on parle de parler des différents profils, mais c'est vrai qu'on a, plus souvent des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte en freelance, donc c'est possible qu'on parle un petit peu plus de ça. Mais bien évidemment qu'on peut être webmaster en agence web et en entreprise autrement. Alors, combien gagne un webmaster? Donc là, on sort des chiffres, hein, qu'on trouve sur internet. En réalité, ça dépend bien évidemment de votre niveau d'expérience, de vos compétences et également d'où vous vous situez tout simplement, hein. Donc de 28 000 à 45 000 bruts annuels en entreprise, ça dépend aussi de la taille de votre entreprise. Là, je parlais effectivement qu'on peut être webmaster en entreprise et plutôt des grandes entreprises, mais on peut être aussi, je sais pas, tout simplement chargé de la communication et on a cette casquette de gestion de contenu, de gestion du site internet et donc de webmaster, mais on fait pas que ça, on gère aussi les réseaux, et cetera. Donc peut-être que le salaire va varier en fonction parce que c'est une plus petite entreprise ou à l'inverse, vous avez plus de casquettes, donc vous aurez un salaire plus important. Bon, bref, ça peut énormément varier. TJM, j'ai pas mis ce que c'était, c'est le tour, le tarif journalier moyen. Je m'y retrouve. Donc, combien coûte un webmaster à la journée? Donc, en moyenne, sur Malte, on est à 466 €. Mais encore une fois, si vous débutez, si vous n'avez pas de portfolio ni rien, vous n'allez pas commencer à 466 €. Et ça dépend aussi d'où vous vous situez. Sur le territoire, hein. Souvent, les webmasters à Paris ou à Lyon vont avoir des tarifs un peu plus élevés que dans une ville plus en campagne, par exemple, n'importe. Donc, c'est toujours à adapter en fonction de la concurrence et de Les votre Bretons situation sont très chers aussi, je personnelle. crois aussi, hein. Pardon? Les Bretons. Écoute, il y a de tout honnêtement parce que oui, j'ai pas précisé, on va aussi trouver des taux jour moyens qui sont, très, 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 très bas. Voilà, donc bon, il y a aussi, il y a de tout honnêtement. Vous allez trouver, des webmasters qui vont être à 1 000 € la journée. Alors
peut-être que c'est aussi censé, hein. Il y en a, ils savent pas mettre leurs tarifs, effectivement, mais il y en a, ils sont vraiment orientés, je sais pas, ils ont une cible que dans le haut de gamme, que dans le luxe, ils font une prestation, mais incroyable, et du coup, les 1 000 € la journée sont totalement justifiés, ou ils ont une expérience incroyable, ils ont une spécialisation. Bon, voilà. Et à l'inverse, on est sur 100 € journée, bon, là, c'est plus compliqué. Ça peut être une stratégie aussi, hein, c'est ce que beaucoup font, un C'est ça. TJM bas, ça attire le regard, ça attire la demande C'est et la ça. proposition. Derrière, soit c'est vraiment un TJM bas parce que, comme l'a dit Lynn, soit on ne s'est pas fixé ses tarifs, soit on est vraiment très, très junior et on se considère très junior et à la limite, on est un tout petit peu en syndrome, de l'imposteur. Ou alors Ou c'est alors c'est on derrière, accumule énormément de sites, en peu de temps, quoi. C'est on pourrait en faire c'est un encore une autre stratégie. on pourrait en faire Ça un peut être webinaire un autre sujet, entier, ouais. hein. Mais c'est très intéressant effectivement d'avoir tout Voilà, ça. donc pareil, ça, le prix variera énormément en fonction de différents critères. Si vous devez, définir vos tarifs, et bien, pour ceux qui sont inscrits chez Webmaster, vous allez trouver pas mal de cours collectifs sur le sujet, voilà, pour vous aider à fixer vos tarifs. Mais, sinon, vous avez aussi, plein de ressources sur internet. Mais en tout cas, regardez en fonction de votre situation, votre expérience et de la concurrence. Hop. Alors, quelles compétences il faut avoir pour être webmaster? Déjà, il faut maîtriser, si vous maîtrisez pas le code, bien évidemment, il faut maîtriser un CMS. Donc, un CMS, c'est un outil no code où il n'y a pas besoin de code pour créer un site internet. Donc, c'est indispensable, hein, bien évidemment, de maîtriser ce type d'outils comme WordPress, Webflow, Wix, Drupal, etc. Il en existe énormément. C'est bien quand même d'avoir les bases de l'optimisation du référencement naturel SEO. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le référencement naturel, c'est tout simplement toutes les techniques qui sont mises en place sur un site internet pour que ce dernier apparaisse sur Google. Donc, l'intérêt, c'est d'apparaître dans les premières positions, et pour ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Tout ce qui est UX, UI design, donc c'est tout simplement pour que votre site soit beau, moderne, mais surtout ergonomique. Voilà, que le site soit intuitif, qu'on navigue dessus facilement, et que l'utilisateur soit amené le plus intuitivement possible, le plus facilement possible vers la conversion, que ce soit le formulaire de contact, lire tout simplement les pages services, trouver les informations qu'il faut, ou acheter un produit. Et évidemment, il y a quand même toute la partie web marketing. Alors, on peut être webmaster sans être un grand spécialiste SEO, un grand spécialiste UX, UI design, ou un grand spécialiste web marketing, mais c'est bien quand même d'avoir les bases là-dedans. Web marketing, c'est aussi toute la partie stratégie, hein. C'est pas, il suffit pas d'avoir un beau site internet, il faut effectivement qu'il soit utile. Donc, pourquoi on crée un site? Est-ce que c'est pour attirer de nouveaux clients, gagner en notoriété, vendre des produits, mettre en avant, je sais pas, le magasin physique pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent en physique, de quelle manière on va le faire, qui est la cible, etc. Donc, c'est bien d'avoir ces petites notions en web marketing aussi pour créer un site pertinent et cohérent qui fonctionne du coup. Hop. Alors, qualité requise pour être webmaster, la polyvalence, du coup, je pense que vous l'aurez compris. Dans le digital, surtout, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours, ça se renouvelle très rapidement. Donc, c'est bien effectivement déjà de pouvoir effectivement s'adapter à des projets totalement différents. On peut très bien faire un site pour un restaurant un jour et le lendemain faire un site e-commerce pour du B2B, je sais pas, enfin un tout petit site à quelque chose avec une centaine de pages le lendemain, par exemple. Donc, il faut savoir être polyvalent aussi bien dans la gestion des projets, mais aussi savoir maîtriser plusieurs outils et avoir diverses compétences dans le digital. Voilà, donc c'est avec la polyvalence, je pense que ça va avec aussi, mais il y a la curiosité. C'est indispensable d'être curieux quand on est polyvalent, quand on est webmaster, d'aller chercher un petit peu justement à aller plus loin, d'aller chercher des solutions à des problèmes, ou tout simplement savoir un petit peu ce qui se fait, comment, je sais pas, comment faire tel type de mise en page, comment améliorer la performance de son site. Donc, c'est bien de toujours se tenir informé et de savoir chercher par soi-même. Et du coup, d'être autonome aussi.
Bien évidemment, il y a la partie créativité, mais rigueur aussi, voilà, pour que le beau s'allie à la performance. Comme d'habitude, mes métiers de graphiste, par exemple, c'est pareil, on a tendance à se dire: «Graphiste, c'est très créatif» et cetera, mais si on est un bon graphiste, on répond aussi à une demande, donc il y a aussi une certaine rigueur à avoir et dans le métier de webmaster, c'est pareil, d'autant qu'il y a aussi une partie technique, sur toute la partie optimisation, performance, sécurité et cetera, en plus de la partie créative de la mise en page. Alors, rapidement, quelques exemples d'outils à maîtriser pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Déjà, maîtriser un CMS, on en a parlé, donc WordPress, par exemple. Un hébergeur, parce que le site est hébergé quelque part, donc il faut savoir un petit peu comment il fonctionne. Donc là, j'ai mis O2Switch, qui est assez connu, qui est un hébergeur français, mais j'aurais pu mettre cPanel parce que cPanel est présent sur plus d'hébergeurs. C'est vraiment l'interface qui est utilisée sur O2Switch. Donc, c'est sur cette interface souvent qu'on va faire des réglages, etc., pour être plus précise pour ceux qui connaissent. Alors, on peut utiliser un builder, ce qu'on appelle un constructeur de page, comme Divi, comme Elementor, peut-être que vous connaissez déjà un petit peu. Il faut maîtriser des outils RGPD, donc ça, c'est la partie juridique. Faut maîtriser les outils de sécurité, faut maîtriser les outils e-commerce si vous souhaitez en faire. Faut maîtriser du coup les outils SEO parce que c'est pas inclus directement dans le CMS la plupart du temps. Et donc tout ça, c'est des outils qui sont vraiment liés au site internet, mais on a aussi des outils externes, on va dire, comme ici Figma, mais vous pouvez aussi utiliser Canva, la suite Adobe, etc., n'importe, pour créer des maquettes, par exemple. Voilà, souvent, quand on est webmaster, on touche vraiment à plusieurs outils et même des outils qui ne seront pas forcément liés directement à la création de sites web directement. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça déjà. Heu, Quelques petites questions, effectivement auxquelles on peut peut-être répondre juste avant de passer Ouais, à l'IA. Alors, pouf, pouf, pouf. Sur la partie tarif, ouais. quelques petites questions sur cette partie-là, en tant que webmaster. Je pense que tu pourras répondre un peu de ton expérience. Une question, d'abord, de Carole qui, pose la Ah! question de la journée ou du forfait. Si tu pouvais donner un peu ton Ouais, alors, je pense que là-dessus, chacun a un peu sa manière de faire. Moi, personnellement, je suis vraiment plus pour le tarif en journée, parce que chaque site internet est vraiment différent. Donc alors c'est ma méthode, peut-être Victor, tu as une autre méthode, tu pourras dire, mais vraiment, je fais mon petit listing de, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire pour ce site internet et en fonction, je calcule combien de jours ça me prend environ et du coup, ça me donne le prix final. J'ai mon tarif journée et ça me donne le prix final. Forfait, ça va vraiment être plus pour des prestations, ponctuelles. mmh. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Hem Et bah, par exemple, si je fais une petite formation, une petite formation en fin de prestation pour le client, là, je vais pas le compter en jours, je pourrais le compter en heures, parfois je le compte en heures, ça dépend. Mais souvent je mets un forfait, je dis: «Bah, une formation, ça coûte tant» et voilà. Mais on est plus sur, des prestations qui sont pas sur du sur mesure. Parce que pareil, le tarif en journée, ça permet aussi au client de voir, bah, combien il paye. OK, il passe tant de temps sur le site internet, donc ça vaut tant. Sachant que si jamais, le client demande des modifications, donc dans ce cas-là, ça demande plus ou moins de temps et le prix varie, bah, il comprend à quoi ça correspond. Que si c'est en forfait, le client demande des changements, le forfait change, mais il voit pas trop c'est moins palpable, quoi. C'est un peu plus abstrait pour le client. Ouais. En tout cas, sur des prestations sur mesure et pour des sites internet, c'est vraiment ça. Mais pour du plus ponctuel, même, je sais pas si vous achetez l'hébergement pour votre client, ça va plutôt être du forfait, par exemple. Voilà, Ouais, je je sais suis assez pas, d'accord. C'est vrai que le voilà. forfait, c'est une autre méthode, hein, il y a Oui, d'autres on peut, freelances hein. qui vous diraient, qu'ils préfèrent cette méthode-là. Mmh. C'est un peu plus difficile. Je pense qu'il faut trouver vraiment, la bonne façon de faire, si on part sur du forfait pour ne pas être perdant, et pas non plus trop léser le client, c'est pas évident. On a souvent la variable autour du nombre de pages, mais ça suffit pas vraiment parce que ça veut rien dire. Mmh. Certes, un site de 10 pages VS un site de 20 pages, c'est pas pareil, mais 10 pages, avec quelle fonctionnalité, avec quel plugin, avec, combien de temps de travail derrière.
Donc la notion de page déjà, elle est pas suffisante pour faire varier le prix. Donc ouais, c'est un peu difficile, ce forfait. Ça demande un peu d'expérience, un peu de recul. Et c'est bien de Ouais. commencer un taux à la journée. Ça permet vous déjà, de pouvoir, tarifer plus facilement et puis, de voir combien de temps vous mettez à faire un site un peu classique Mmh. et à pouvoir comparer. Justement, petite question à ce sujet, et la réponse n'est pas forcément évidente, Ouais. Lynn, combien faut-il de conception en moyenne pour un site? Ah là, désolée, il y a pas vraiment de réponse parce que ça dépend du site vraiment. Si c'est un petit site one page, où il y a vraiment pas de fonctionnalité spécifique, c'est vraiment super rapide. Peut-être que tu utilises des templates d'ailleurs, que c'est pas créé sur mesure. Franchement, en une journée, ça peut être fait puisque c'est hyper rapide. La charte graphique, elle est déjà existante. Le client t'a tout fourni, tu as juste à mettre en place et à optimiser derrière. Et s'il y a pas beaucoup d'optimisation à faire, on te demande pas d'optimisation SEO ni rien. Bah, ça peut être fait en une journée, hein, c'est très rapide. Mais si tu as un site e-commerce qui est réalisé sur mesure, que tu dois aussi faire un petit peu d'optimisation SEO, un petit peu de charte graphique, que tu dois mettre en place un outil de suivi statistique, que tu as 1000 produits insérés, voilà, vraiment un truc énorme, bah là, ça peut être plusieurs mois. Donc c'est hyper variable. Donc là-dessus, pour savoir, en fait, bah, c'est l'expérience, hein. Il y a pas d'autre solution. Si vous avez pas encore de clients, et bah, hésitez pas à créer un projet fictif, hein, tout simplement. Vous faites un projet fictif, ça vous entraîne déjà, tout simplement, ça vous aide à pratiquer. Mais ça vous permet aussi de voir, combien de temps anticiper, n'hésitez pas, vous faites un faux devis, pourquoi pas, si vous voulez et vous voyez un petit peu combien de temps vous aviez prévu sur, ce projet et est-ce que ça correspond ou pas en finalité. Mais voilà, c'est avec l'expérience que vous allez savoir combien de temps à peu près ça vous prend. Attention à pas mettre du temps en plus parce que vous débutez et du coup, vous mettez un petit peu plus de temps à installer, là, ça a pas d'intérêt, hein. Le client, il va pas payer plus cher parce que, vous êtes plus lent, parce qu'il est encore un petit peu débutant. Donc là, au début, vous allez peut-être un petit peu perdant sur, le temps que vous allez passer, mais c'est parce que c'est le début, c'est normal. Et à l'inverse, mettez pas trop court non plus parce qu'il faut aussi compter les retours clients, les rendez-vous, parfois il y a des petits rajouts, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à mettre un peu plus haut quand même, parce qu'il y a toujours des imprévus, hein, quand on fait de la création de site internet. Voilà. Super, merci beaucoup pour les réponses, Lynn, c'est très clair. Et écoute, il y avait d'autres petites questions un peu sur le sujet, on se les garde peut-être pour la fin, comme OK. ça permet d'avancer sur, Ouais, le on sujet. va essayer d'avancer, un peu Voilà, plus vite. ne vous inquiétez pas, je les ai mises, en favori, bien au chaud, donc on répondra à toutes les questions qui ont été posées. Trop bien. OK, donc maintenant passons au vif du sujet, l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle pour créer un site internet, donc bon, maintenant, il y a énormément d'outils qui existent, hein, même, juste, ChatGPT, ça peut être très utile, très pratique pour, vous aider à créer un site internet, hein, tout simplement, mais aussi des IA plus spécifiques. Alors en avantage, l'IA, ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous générer du texte, des images, des mises en page, voilà, ce que vous voulez, ou juste des idées. Ça peut être une source d'inspiration super intéressante aussi. En inconvénient, et bah, l'IA, ça demande un bon prompt pour obtenir un résultat unique. Ça veut dire, si alors le prompt, c'est, ce que vous écrivez à l'IA pour obtenir un résultat. Donc ça va être hyper important si vous souhaitez vous mettre à l'intelligence artificielle, il est indispensable de savoir prompter. Ça va être un peu la compétence de plus en plus demandée de savoir prompter. Donc, pour faire un exemple rapidement, vous pouvez lui demander, bah, je sais pas, crée-moi, une mise en page pour, un site vitrine de, je sais pas, de cours de yoga, par exemple, n'importe. Donc ça peut être un prompt, vous avez un résultat. Si vous faites, un autre prompt qui est, fais-moi une page d'accueil pour un site de yoga qui se base à Bordeaux, qui a tel type de couleur, qui souhaite même mettre en avant ses services, qui souhaite mettre en avant le rendez-vous en ligne, et cetera, et cetera. Voilà, là déjà vous aurez un résultat bien plus pertinent et bien plus, personnalisé. Alors pour l'instant, l'IA va quand même plus vous aider sur la partie,
gestion, création de contenu et pas forcément sur la partie back office. Ça peut évoluer, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Sur la partie back office qui va être d'optimiser vraiment même le référencement SEO, tout simplement, la sécurité, gérer la sécurité du site, gérer les performances de votre site. Tout ça, pour l'instant, l'IA est pas, il n'y a pas encore vraiment d'IA qui gère cette partie-là. On est vraiment plus sur la partie mise en page souvent. Et autre inconvénient, donc ça va plus être pour les clients, c'est que l'IA ne répond qu'à ce qu'on lui demande. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si un client demande à l'IA justement, je veux un site de bijoux en ligne, par exemple, l'IA va tout simplement répondre à la demande du client et le client normalement devrait recevoir quand même un beau site internet. Ce que les clients actuels sans l'IA, normalement, s'ils essaient d'utiliser des outils comme Wix, Wix qui est un CMS très accessible de base, quand il est arrivé sur le marché, c'était un petit peu la peur. Est-ce que les clients vont pas se contenter de Wix? En fait, la plupart du temps, ils sont très vite, ils sont très vite limités. Ils sont rapidement pas satisfaits déjà visuellement, mais même au niveau technique, etc. Donc, souvent, ils se tournent vers autre chose. Et pour l'IA, ça peut être un petit peu pareil, malgré que le site soit plus joli souvent. Et bien derrière, le site n'est pas forcément sécurisé, il va être lent, il va être lourd, il va pas être optimisé pour le SEO, va pas y avoir de cohérence avec l'identité de marque, les informations principales sont pas mises en avant, il n'y a pas de réflexion stratégique et du coup le site ne rapporte pas de vente. Voilà. Donc là c'est des exemples, j'aurais pu faire une liste super longue, mais l'IA reste un outil, donc ça ne remplace pas les compétences, le savoir-faire, les connaissances et l'expertise d'un webmaster. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai eu avec une cliente qui était traiteur, qui avait lancé en seconde activité, vraiment une petite activité de traiteur le week-end, qui avait créé elle-même son site internet, qui était pas incroyable, mais voilà, il fonctionnait, il était fonctionnel. Mais par contre, on trouvait nulle part l'information de sa situation géographique. Donc, elle est traiteur. Donc, en tant que client, je vois qu'elle est traiteur, ça peut m'intéresser, mais je ne sais pas si elle est basée en Bretagne, effectivement, ou si elle est basée dans le Nord, dans le Sud, à Paris. Est-ce qu'elle se déplace? Est-ce qu'elle se déplace pas? C'est une information essentielle. Donc, ça, c'est un exemple. Si elle avait utilisé l'IA, l'IA n'aurait pas forcément mis cette information en avant parce que elle ne lui a pas demandé de mettre cette information en avant. Et du coup, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais des personnes qui n'ont pas du coup l'expérience d'un webmaster ne vont pas forcément bien utiliser l'IA, tout simplement. Donc, si effectivement le client passe par un webmaster, le webmaster peut utiliser l'IA pour l'aider, mais surtout le webmaster l'idée c'est un accompagnement aussi, c'est de proposer, tiens, si vous faites je sais pas, des rendez-vous en cabinet, est-ce que ça vous intéresserait pas d'avoir une fonctionnalité de prise de rendez-vous en ligne sur votre site, par exemple? Ah oui, j'y avais pas pensé, ça peut être pas mal. Voilà, il y a des clients qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils veulent et de ce dont ils ont besoin. Donc c'est aussi le rôle du webmaster de les accompagner, de faire des propositions, parfois de leur dire attention, là c'est pas une très bonne idée au niveau du tunnel de conversion, au niveau ergonomie, etc. Donc ça, c'est pas forcément l'IA qui va les aider là-dessus, c'est vraiment le webmaster. Et du coup, avec l'aide du webmaster, le client reçoit un beau site internet et utile. Alors, est-ce qu'on utilise l'IA ou est-ce qu'on n'utilise pas l'IA en tant que webmaster? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est encore tout à fait possible d'être webmaster sans utiliser l'IA. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victor, là-dessus, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas l'IA, Mais ouais, mais je Le pense qu'à web, l'avenir, ça va pas non, mais il va falloir savoir l'utiliser, c'est ça. l'adopter, l'intégrer dans ses process. Et d'ailleurs, si on se met à la place de, voilà, d'un freelance, web, il y a aussi tout le reste. Il n'y a pas que la partie conception, il y a toute la phase de process, de gestion client, etc., sur C'est lequel ça. l'IA va pouvoir bien vous assister. Moi, j'ai envie de partager la petite phrase que j'ai vue dans le chat et qui résume voilà, mot pour mot ce que je pense bien, Exactement. Mmh. d'Isabelle qui nous dit: «L'IA est là pour nous accompagner, nous inspirer, pas pour faire à notre place». Tout à fait d'accord avec cette phrase-là.
je pense que c'est vraiment intéressant, d'y prêter attention, d'être au courant, de suivre un peu, l'évolution, de tous ces outils qui sont en train de changer quand même des choses. Évidemment, hein, on n'est pas là pour dire que rien ne change, mais tout en gardant en tête que, des changements, des chamboulements, il y en a déjà eu, hein. Le web, c'était un Mmh. chamboulement, les réseaux sociaux, c'était un chamboulement. Toutes ces évolutions, c'est à chaque fois, des changements dans nos vies, dans nos façons de procéder, dans nos process. C'est pour ça qu'il faut savoir l'utiliser, les maîtriser et faire, en sorte que ce soit une force et pas une faiblesse. Savoir répondre à des demandes, à des gens qui nous disent que l'IA va remplacer, notre métier et cetera. Voilà. Moi, pour vous donner un exemple simple, quand j'entends, des gens qui me disent, que le concepteur web, le webmaster ne sert plus à rien avec l'IA, heu, Mmh. parce qu'on a, des builders, qui nous intègrent de l'IA et qui nous font des templates. J'ai envie de leur dire, moi, ça fait 5, 6, 7 ans que je vois des templates, en vrai, c'est juste une compilation un peu plus rapide, de choses, qui répondent un peu plus vite à une demande, mais in fine, c'est plus rapide, mais ce sont des choses qu'on avait déjà il y a 5 ans sur Divi, Oui. sur Elementor, c'est juste qu'il fallait un peu plus chercher le modèle, le modifier un peu plus rapidement. Pour l'instant, en tout cas sur le web, hein, je dis pas sur d'autres sujets, sur Mmh. le web, c'est pas délirant, ce qui nous est proposé aujourd'hui. Par contre non, mais c'est vrai, par contre, ça convient Oui. pour, des demandes, de clients que vous n'auriez pas voulu avoir comme clients. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont des personnes qui n'avaient pas forcément un besoin, d'aller vous chercher, du budget pour aller vous chercher et auquel cas effectivement, un outil qui intègre de l'IA directement et qui fait un template, un peu mignon, un peu rapide, ça suffit largement. Rapidement, ouais. Je suis tout à fait C'est d'accord ça. avec ça. Ça Ouais. n'empêche pas que la personne qui a besoin de vous, qui a besoin de Lean pour un projet web un peu complexe, une boutique e-commerce avec WooCommerce, quelque chose de bien travaillé sur une identité graphique et cetera, l'IA peut pas le faire aujourd'hui. L'IA peut pas le faire ou alors si elle le fait, C'est c'est ça. parce que vous l'avez beaucoup, beaucoup aidé. Du coup, ça revient au même que, ça se fera pas sans vous. Voilà. Voilà mon avis. Exactement. Par contre, je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est possible, effectivement, carrément possible même. Je pense qu'il y en a énormément qui, font encore leur site internet, sans IA. Moi, je j'utilise pratiquement pas personnellement. Mais très certainement qu'à un moment, il faudra s'y mettre. Si les outils évoluent très rapidement, peut-être que les mises en page vont effectivement se faire en un clin d'œil, et ça sera vraiment, la norme de demander, d aux IA de faire des mises en page si tous vos concurrents font des mises en page. Alors, c'est vrai que je mets dans 100 IA que, si vous utilisez l'IA à fond, et ben les projets sont pas personnalisés, il y a pas de valeur ajoutée pas de valeur ajoutée et cetera. Mais, en vérité, si vous savez prompter, si vous mettez, enfin, si vous savez très, très bien utiliser les intelligences artificielles, vous pouvez avoir, un rendu ultra personnalisé très rapidement si l'outil est assez développé et peut-être qu'un jour, ce sera la norme de faire comme ça. Donc l'IA va changer quand même le métier, de webmaster. Et les autres métiers du digital, hein, il y a de fortes chances, donc faut rester informé, mais par contre ça va juste le faire évoluer, ça va pas le supprimer, hein, bien sûr que non. Ouais, Comme ouais. disait Victor, il y a toujours le lien avec le client, vous êtes toujours la personne la mieux placée pour savoir, ce qui sera le plus pertinent pour le client. Tout à fait, tout à fait. Je vois aussi dans le chat, hein, des personnes qui disent, que sur la création de contenu. Évidemment, là, on était Mmh. focus sur la mise en page, vraiment d'un site internet sur la conception même du site. Si on recule un petit peu, ou plutôt si on avance un peu dans l'entonnoir, évidemment, là où ça va être intéressant, ça va être sur la création de contenu, à Ouais, bien l'intérieur sûr. d'une page et là, oui, on peut vraiment gagner du temps, tout en ayant toute la maîtrise, de la structure du site, de l'arborescence, de la construction, mais sur la page elle-même, notamment avec des clients, qui tardent à envoyer des textes, qui veulent pas trop s'en Mmh. occuper, évidemment sur la partie rédaction, on va gagner énormément de temps, surtout si on a une prestation qui n'a pas vocation à être optimisé SEO par exemple, Voilà, auquel c'est cas ce que j'allais demander. là, Parce allez-y, qu'effectivement effectivement. c'est ça. Sur l'image, les outils sont de plus en plus efficaces aussi. Mmh. Donc
oui, on va gagner du temps aussi. On va avoir des images qui vont être quand même faites assez rapidement. On va gagner énormément de temps sur la recherche d'images. Tout à fait, tout à fait. Donc, Sachant que ça, c'est aussi des points qui peuvent être optionnels dans votre devis. Ça peut être le client qui vous fournit les textes, qui vous fournit les images, et vous n'avez pas à chercher, vous n'avez pas à écrire, etc. Donc ça dépend aussi. Donc c'est pas obligatoire non plus. Donc, petite conclusion sur l'IA, hein, donc non, elle va pas mettre fin au métier de webmaster, en tout cas pas tout de suite du tout et pas dans les prochaines années. Mais par contre, elle fait évoluer le métier, donc faut garder un œil dessus. Elle est un appui pour gagner en temps et en efficacité. Ça serait dommage de pas en profiter, notamment actuellement, plutôt effectivement pour la génération de textes et d'images, c'est vrai, pour tout ce qui est mise en page, etc. Bon, pourquoi pas pour s'inspirer, mais voilà. Et par contre, elle va sûrement devenir indispensable, un de ces 4, donc il faudra quand même être à l'affût et avoir monté en compétence dans cette partie-là, quand le moment sera venu. Voilà. Hop, donc je sais pas s'il y a des questions là-dessus ou si on passe à la suite, parce qu'il est déjà 45. Alors évidemment qu'il y a des questions, mais parce que c'est la partie où tout le monde a des questions et des Ouais, observations qui sont vraiment très pertinentes, hein. On on pourrait faire un reprendra, petit débat. le petit sujet sur la fin si tu le veux bien, comme ça on avance un peu. OK, donc on enchaîne. Ouais. Alors du coup, un petit point sur comment faire sa place en tant que webmaster en 2025. Donc à savoir que le bon point, c'est qu'il y a toujours besoin de site internet. On entend des fois, hein, «Oh, est-ce qu'il y a encore besoin d'un site internet en 2025? Il y a les réseaux sociaux et cetera». Si, il y a toujours besoin d'un site internet en 2025. Si vous voulez avoir, une vitrine professionnelle, avoir un support que vous pouvez totalement maîtriser, qui peut vous faire, gagner en visibilité, obtenir des clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais, c'est indispensable d'avoir un site internet en 2025 et dans tous les secteurs d'activité. Donc là-dessus, il y a pas de souci. En revanche, il y a aussi beaucoup de webmasters quand même, la concurrence est très forte. Donc aujourd'hui, il est vraiment indispensable de se démarquer pour trouver des clients ou pour être recruté en entreprise, hein, c'est pareil. Donc, comment se démarquer? Alors déjà, alors là, c'est même pas pour se démarquer, c'est vraiment la base de la base, hein. Si vous voulez, trouver des clients, c'est être compétent tout simplement en tant que webmaster. Vous allez vous démarquer des incompétents. Normalement, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Donc, pour être compétent, bah, apprendre les bases du métier, hein, tout simplement, en suivant une formation, en pratiquant, montrer, bah, qu'on est compétent, hein, montrer son expertise avec un portfolio ou une certification, montrer des avis clients. Si vous n'avez pas de portfolio au début, vous pouvez montrer, bah, déjà votre site web, hein, c'est une vitrine, hein, votre propre site web, s'il est beau, pertinent, déjà, ça c'est un élément de réassurance important. Mais sinon, vous pouvez aussi, créer des projets fictifs, hein, pourquoi pas. Et surtout, c'est indispensable de continuer d'apprendre, de toujours rester à jour, dans votre domaine, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres secteurs du digital. On va en parler juste après. Alors ensuite, pour vraiment se démarquer des autres, il y a 3 manières qui vont vraiment se distinguer. Déjà, ça va être de devenir expert dans votre domaine. Imaginons, vous êtes, vous avez suivi la formation, WordPress de WebMyDay, pourquoi pas. Peut-être vous allez poursuivre, investiguer, pratiquer à fond, à fond, à fond pour devenir l'expert WordPress, de votre ville, par exemple, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, dans expert Elementor, expert e-commerce, pourquoi pas. Vous pouvez être expert e-commerce et vraiment connaître tous les CMS du e-commerce, par exemple, ou de connaître absolument toutes les stratégies web marketing du e-commerce. Bon, voilà, n'importe WordPress, vous allez connaître tous les outils, toutes les extensions, ou pratiquement, parce qu'il y en a quand même énormément, mais vraiment les principales liées à WordPress, n'importe, mais vous allez être vraiment un expert. Et si une entreprise qui a son site sur WordPress, qui a besoin d'une refonte, qui souhaite rester sur WordPress parce qu'ils aiment bien cet outil-là, ils voient que vous êtes expert WordPress, bah, vous êtes la bonne personne. Vous pouvez aussi cibler une niche. Donc là, on reste expert, mais plutôt dans un domaine d'activité. Donc, je sais pas, vous pouvez faire que des sites sur de mode et beauté, que des sites pour des associations, que des sites pour du B2B, voilà, n'importe. Là, il n'y a pas vraiment
de règles, c'est plutôt si vous avez une appétence, si par exemple vous avez une expérience professionnelle dans un de ces domaines auparavant et du coup vous pouvez les relier. Le client, s'il voit que tout votre portfolio, tous vos anciens sites web sont dans le même domaine d'activité que lui, forcément ça va le rassurer. Il va se dire: «Bah tiens, si j'ai besoin de cette fonctionnalité qui est très spécifique à mon métier, bah, il va comprendre mes problématiques» et cetera. Donc très intéressant. Et sinon, il y a aussi, l'optique, au lieu de devenir vraiment expert dans un domaine, vous pouvez aussi vous diversifier et être plus polyvalent sur différentes compétences. Donc on en parlait tout à l'heure, vous pouvez être webmaster et graphiste. Donc si on a un client qui a besoin d'une charte graphique et d'un site internet, et ben vous êtes peut-être la personne idéale. Au lieu de passer par 2 freelances différents, il passe que par vous et vous faites vraiment toute sa charte graphique et tout son site. Vous pouvez être webmaster, consultant SEO et cetera. Attention, quand je dis être polyvalent, il y a un petit peu de limite. Si vous dites que vous êtes webmaster, graphiste, consultant SEO, que vous pouvez gérer leur Instagram, que vous pouvez gérer leur comptabilité, bon, là déjà, on va tomber plutôt dans l'autre versant qui fait un petit peu moins professionnel. Ça fait plus touche à tout que réellement spécialiste. On peut être spécialiste, avoir plusieurs casquettes et être spécialiste. Mais si vous avez vraiment énormément de casquettes, c'est que vous êtes peut-être, enfin, ça donne, peut-être vous êtes vraiment excellent, que vous êtes un expert dans tous ces domaines, hein, mais du point de vue du client, ça peut donner l'impression que vous êtes plus touche à tout et pas forcément spécialiste dans tous ces domaines. Donc, juste attention à ces limites-là. Mais d'avoir plusieurs casquettes, ça peut vous permettre de vous démarquer, sachant que vous pouvez très bien aussi être polyvalent et cibler une niche. Vous pouvez être expert dans un domaine et cibler une niche. Voilà, ça peut aussi s'allier. La stratégie va aussi être indispensable pour vous démarquer. Donc, si jamais vous souhaitez vous mettre à votre compte notamment, ça va être encore plus indispensable et vous pouvez commencer à réfléchir à ces questions, de définir votre cible, quel type de client ou d'entreprise vous souhaitez atteindre, d'analyser la concurrence, qu'est-ce qui existe déjà, où est-ce que vous vous démarquez, où est-ce que vous vous situez du coup par rapport à la concurrence, analyser votre positionnement, vos atouts, faiblesses, définir le branding, donc c'est votre identité de marque. Est-ce que vous allez partir sur une identité très technique, très technologique ou je sais pas, quelque chose de féminin, quelque chose de très haut de gamme? On en parlait tout à l'heure, pourquoi pas? Si vous visez vraiment les entreprises du luxe, par exemple, bah, pourquoi pas vraiment, mettre en avant, cette partie, très, haut de gamme, premium ou au contraire quelque chose de très accessible, quelque chose de fun, n'importe. Et définir vos canaux d'acquisition. Comment votre client va venir à vous? Est-ce que vous allez prospecter? Est-ce que vous allez utiliser les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez utiliser le référencement SEO? Pareil, il faut idéalement avoir quand même au moins 2-3 canaux d'acquisition. Si vous n'en avez qu'un et qu'il y a un souci avec celui-là, bah, c'est dommage. Si vous en avez trop, vous allez vous perdre. Vous êtes surtout si vous êtes freelance, vous êtes, tout seul, donc vous avez quand même, du temps, à définir pour votre stratégie, mais il faut quand même que vous ayez du temps pour gérer vos projets et cetera. Donc voilà, c'est, toute une réflexion à avoir sur votre positionnement, sur votre stratégie, et en fonction de votre cible, en fonction de la concurrence, ce sera à vous de définir, comment vous allez vous positionner et comment vous allez vous démarquer. Et je crois que voilà, on a arrêté là. Donc un petit mot sur la formation rapidement. Hem Donc du coup, par rapport à ce qu'on a dit, hein, pour devenir webmaster, il faut suivre une formation et la formation WordPress, il faut savoir, WordPress, c'est le CMS le plus populaire parce que vous pouvez vraiment faire énormément de choses. C'est très, très, très personnalisable. C'est pour ça que c'est le CMS le plus populaire par rapport aux autres, qui est assez intuitif, quand on a les bases quand même. Mais une fois qu'on a les bases, c'est un outil vraiment intuitif. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses. Vous êtes vraiment pas limité. Donc c'est, le gros point intéressant de ce CMS. Donc formation de 3 à 4 mois avec une partie, formation, suivie de vidéos e-learning. Vous allez à votre rythme et vous avez des séances de coaching en individuel avec un formateur attitré, une communauté active, c'est éligible CPF, France Travail. C'est une formation certifiante, donc vous avez, une certification en fin, de formation, sachant que la grande majorité de nos apprenants, ont la certification, hein. On a un taux de 97 ou 98 il me semble. Ouais, tout à fait. Voilà et plus de 2000 élèves accompagnés, à savoir, c'est, la formation historique de WebMyDay. Donc effectivement, il y a eu beaucoup, d'apprenants, qui sont passés par cette formation. Tout à Heu fait.
C'est vrai que c'est la formation, c'est la première formation, Voilà. qui est arrivée chez WebMyDay. WebMyDay de base, c'était la formation WordPress et puis il y a eu d'autres thématiques à aborder pour justement, comme le disait Lynn, sur les dernières slides, pouvoir, vous permettre de composer un peu votre profil du digital, hein, parce que de plus en plus aujourd'hui, on va avoir besoin de plusieurs compétences. Et il y a des compétences qui vont vachement bien ensemble. Je suis bien passé pour le savoir. Moi, j'avais la compétence web, la compétence dev et la compétence SEO. Et les trois ensemble, ça me permettait de faire pas mal de projets. Donc, je trouve que WordPress SEO, ça va très très bien ensemble. On a parlé de WordPress graphisme, ça va très bien ensemble aussi, hein. On a beaucoup d'ailleurs de graphismes qui nous rejoignent pour arrêter de refuser des projets web et pour Ouais. avoir les deux. Voilà. Après, on peut aller encore plus loin, hein. WordPress Community Management, ça va bien ensemble aussi. Voilà, il y a plein de possibilités. Tous les métiers du digital, hein, Tout à fait, tout en à fait, fait. tout à fait. Donc, tant qu'on se perd pas, qu'on a une histoire, voilà, qui est claire, et qu'on a des choses à offrir, des possibilités, à offrir aux clients, Mmh. il faut toujours se mettre à la place, du client, qui fait appel à un prestataire, comme vous, indépendant. Pourquoi il fait appel à un prestataire? Parce qu'il a envie de créer une relation, hein. C'est ce qui va vous différencier Aussi. par rapport à une agence, hein, qui va avoir, 10 interlocuteurs différents. Il y a des plus et des moins évidemment, hein, pour aller voir une agence aussi, pour des projets, complexes et cetera. Mais le gros plus, du freelance, ça va être sa disponibilité, ça va être son accompagnement et la possibilité de créer une relation pérenne, de retourner le voir pour une autre mission et cetera. Et donc si le client a la possibilité de venir à vous pour plusieurs types de missions, plusieurs types de prestations, plutôt que d'aller rechercher encore, de refaire un process de recherche, de sélection pour trouver quelqu'un d'autre pour du SEO, pour du graphisme et cetera, ça peut vraiment faire la différence par rapport, à Ouais. d'autres. Donc Je ça, c'est précise rapidement aussi que justement dans la formation WordPress, pour ceux qui veulent vraiment devenir, webmaster, freelance webmaster pardon, il y a tout un module aussi consacré, au métier, de freelance webmaster avec, des conseils, des astuces sur, comment gérer un projet client, comment faire des devis, comment fixer ses tarifs, comment, gérer, l'achat de l'hébergement, parce que ça c'est une question qui revient. Donc il y a vraiment toute une partie comme ça, et on en parlait du coup, je le redis ici, il y a, aussi un chapitre consacré à l'IA, du coup, pour, se mettre un petit peu dans le bain. tout à fait. Ce que je te propose juste avant de passer aux questions, c'est de Ouais. répondre aux quelques petites questions. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais 4, entre 4 et 5 sur la Avant de formation. passer aux questions, on fait des questions? Ouais, tout à fait. Question sur OK. la formation, comme on est sur la slide et Ah, puis sur la juste formation, après ouais. on passe à toutes les autres questions. Très bien. Notamment une question de Laurent, si je dis pas de bêtises, qui avait déjà posé, cette question un peu plus tôt, pendant la présentation, sur, la partie SEO dans la Mmh. formation. Est-ce qu'il y a du SEO? Est-ce qu'il faut faire la formation SEO? Alors du coup, il y a, tout un module consacré au SEO. Après ça dépend du coup, si vous êtes que webmaster, du coup, ce chapitre SEO, conviendra, hein. Il y a vraiment toute la partie, optimisation sur le site internet, du SEO. Recherche de mots-clés, optimisation technique, pour que le site soit rapide et cetera, l'indexer sur Google et cetera. Par contre, si vous voulez vraiment aller plus loin et mettre en place une stratégie SEO et du coup être plutôt consultant SEO, là, faut suivre la formation SEO qui va vraiment beaucoup plus loin dans la stratégie, dans toute la partie netlinking aussi, de faire, une stratégie de lien et cetera. Donc voilà, ça dépend ce que vous souhaitez, mais Moi, je la propose formation SEO va beaucoup plus loin, hein. tout à fait, beh, c'est un autre métier, c'est une autre compétence, c'est Mmh. vraiment une compétence, Compa enfin, les 2 compétences vont com vachement bien ensemble, mais ça n'empêche que voilà, c'est je 2 cherchais le compétences qui terme, n'ont mais rien à voir. compatible, quoi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je conseille toujours quand on a un doute de commencer par WordPress, parce que c'est, C'est le une sens logique, de toute façon. Pour faire la formation, SEO, il faut un site internet, hein, si je dis pas de bêtises, tout à fait. voilà, donc C'est un prérequis parce que sinon on peut pas bosser, sa strat. Parce voilà. que pour la formation SEO, vous apprenez à créer une strat pour un site web tout au long de la formation et puis vous la présentez devant un jury. Donc si vous Mmh. avez aucune notion web, c'est compliqué. Mmh. Ouais, Voilà, c'est donc vrai. on Donc dans préfère tous les toujours cas, vaut mieux, orienter les élèves vers le web, comme ça vous avez déjà des notions de création,
de gestion de site internet. Et puis ensuite, si le module vous a plu, vous avez cette possibilité-là d'avoir le module. Donc, vous avez déjà quelques petites notions de SEO. Si ça vous plaît, vous basculez sur la seconde. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Autre petite question également sur la formation qui me paraissait intéressante. Pouf, pouf, pouf. Alors, déjà, un petit avis, ça fait toujours plaisir pour Ah! Caroline. Merci Je l'ai vu Caroline. passer. Merci beaucoup, Caroline. Alors, ça, on en parlait il y a encore quelques jours avec Lynn. Le sujet. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, Donc, oui, mais la seule problématique, c'est qu'on n'a toujours pas de date de sortie. Donc voilà, mais on travaille dessus. Bien sûr que la formation sera mise à jour. De toute façon, et c'est pas que Divi5, hein, la formation est mise à jour. Oui, c'est pas noté, mais vous avez accès aux vidéos de formation à vie, hein, et du coup aux mises à jour aussi. Donc dès qu'il y a des changements, là par exemple les hébergeurs, on présente 2 hébergeurs dans la formation qui ont tous les 2 changé leur formule à peu près au même moment. Donc voilà, les vidéos ont été mises à jour par rapport à ça, si les outils se mettent à jour, etc. Voilà. Divi5, oui, ça va être un gros sujet, mais oui, on mettra à jour. Et donc, juste pour Divi, c'est un outil, hein, pour construire les sites internet sur WordPress. Et effectivement, là, va y avoir une grosse mise à jour où tout l'outil va vraiment changer prochainement. Mais normalement, ça devait sortir début 2025. Donc voilà, on attend. c'est ça, on attend, donc il y a la version bêta, hein, qui est sortie, mais effectivement Oui, la oui. version officielle qui se fait un peu attendre. Évidemment que dès qu'elle sera disponible, il y aura une mise à jour qui Oui. sera prévue, Et hein. Pour rappel, dans le programme de formation, de la formation WordPress, on traite les trois plus gros, hein. On traite, Divi évidemment et puis c'est un peu notre favori. On traite Gutenberg parce que pour nous, c'est quand même aussi un peu l'avenir, des builders sur WordPress et c'est important de ouais, le connaître et il ouais, est gratuit. Et Elementor parce que c'est le concurrent évidemment principal, ouais. principal de Divi et qu'on Mmh. aime bien laisser la possibilité à nos apprenants de choisir Elementor ou Divi. C'est vrai qu'il y en a peu qui partent sur Gutenberg, hein, Lynn, mais Ouais, pour voilà, l'instant, c'est bien de le connaître, mais c'est pas le plus simple à prendre en main pour l'instant, mais il va évoluer et il faut le connaître, hein. Surtout s'il va être, vraiment faire de la création de site, être webmaster, il faut connaître Gutenberg quand même. tout à fait, tout à fait. Bon, il y a beaucoup de questions sur la formation, mais ça fait D'accord. plaisir et on est là pour vous répondre. On va essayer de répondre à pas mal de questions. Une petite question, sur la formation SEO que moi je vais prendre du coup parce que c'est la mienne, que j'ai tournée maintenant il y a 2 petites années. C'est pas ça que je voulais mettre en avant, excusez-moi. C'était la question de David. Y a-t-il une image de la formation SEO de prévue? Oui, tout à fait et elle est en cours de production. Normalement, arrivage prévu en septembre pour la rentrée. Voilà, si on arrive à tout boucler, changement de programme, tout à fait et changement de chargé de programme parce que c'est plus moi, je passe la main, même si je suis toujours en co-construction de ce programme-là, et normalement avec une arrivée prévue sur septembre. Beaucoup d'ajouts, beaucoup de belles choses. Voilà, on a hâte de vous partager un peu quelques sneak peeks un peu du programme. Pour l'instant, ça reste en interne, mais dès qu'il y a du nouveau, évidemment, on vous le fera savoir. Petite question également j'ai vu qu'il y avait une petite question sur les financements que je me permets de prendre aussi, Lynn. Vos formations sont-elles prises en charge par les OPCO? Tout à fait. Tous les types de financement, hein, finalement, CPF, France Travail pour citer les 2 premiers. OPCO si Mmh. vous avez effectivement, si vous êtes salarié dans une entreprise ou si vous avez une entreprise, aucun problème, pas de souci. Et puis je pense qu'on peut passer à la suite. Je pense qu'on a répondu un peu à toutes les questions sur la formation, Lynn. Merci beaucoup. OK. Pouf, alors, juste une dernière question, est-ce qu'il y a du Shopify dans la formation? Non, parce que la formation s'appelle Non. formation WordPress, donc pas encore. Donc Mais, ça sera WooCommerce. On présente WooCommerce, tout à fait, tout à pour fait, le e-commerce. tout à fait. Quid du métier de copywriter en ligne avec l'arrivée de l'IA? Parce qu'on parlait tout à l'heure de création de contenu, effectivement, donc je Ouais. rejoins tout à fait la question. Qu'est-ce que tu en Alors penses moi, je du suis web, pas évidemment? copywriter, c'est vrai que c'est pas mon domaine pour le coup. Je fais de la rédaction, mais vraiment pas copywriting, c'est encore autre chose. Mmh,
alors je serais pas la mieux placée honnêtement pour y répondre, mais c'est pareil de toute façon, c'est du prompt encore une fois. Si vous savez pas bien maîtriser votre prompt, ChatGPT ou autre IA pourront vous donner, des phrases, intéressantes, des, punchlines et cetera, des taglines super intéressantes, mais ça va pas forcément être la plus pertinente pour votre activité, voire, on apprend ça aussi en copywriting, hein, si vous partez dans le mauvais sens, ça peut être pire que bien. Donc, ça encore une fois, ça peut vous donner des idées, de l'inspiration et cetera, mais il y a que le copywriter qui a vraiment, une expérience, une vision stratégique, qui va prendre vraiment en compte, bah, tous les paramètres de votre stratégie marketing, qui saura si, la proposition de l'IA est vraiment pertinente ou pas, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, Voilà. je suis assez d'accord. On a vu quand même de gros progrès, de grosses améliorations de Mmh. l'IA sur la rédaction de contenu. On est très loin d'un copywriter, averti, qui connaît sa discipline, qui connaît surtout la discipline de son client, qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Quand même, un texte rédigé 100 par l'IA, c'est plat, on va pas se mentir. Il y a pas Mmh mh. suspense, voilà, ça dit ce qu'il faut dire. Effectivement, il y a des tournures de phrases qui sont totalement français, rien à dire là-dessus. Oui, Par contre, on est loin d'embarquer quelqu'un avec du 100 IA ou alors ça a été très, très bien guidé et là, voilà. on passe effectivement un cap sur l'utilisation de l'IA et on parle de personnes qui l'utilisent parfaitement bien, qui promptent parfaitement bien et qui ont tout un process, pour générer des contenus, performants avec l'IA. Mais, C'est ça. l'utilisation pure et dure, de ChatGPT, pour, rédiger tout un site web, je la déconseille fortement évidemment. Mais c'est exactement pareil. La personne qui saura bien prompter justement pour obtenir un bon texte ou, une bonne, citation et cetera, bah, la personne la mieux placée, c'est le copywriter lui-même, hein. Ce sera pas le potentiel client ou autre. Donc, bah, je sais pas si c'était vraiment ça la question au final. Moi je l'ai comprise comme Oui, j'ai ça. compris comme ça, mais Tu peux nous dire Valérie si on a répondu à vous ta nous question. direz, ouais. En tout cas, voilà, ne pas avoir peur de la même façon, hein, que le web. C'est juste que, copywriting, vous êtes peut-être un tout petit peu plus, en première ligne parce que C'est la ChatGPT, parce que la rédaction. rédaction, mais toutefois, c'est la même réponse que Mmh. pour les inquiétudes Oui. sur les autres sujets. Il y aura toujours besoin de vous, il y aura toujours besoin de copywriting, et un copywriter qui saura utiliser l'IA et qui le mettra au profit, de son expérience, de la maîtrise de sa discipline, il sera encore meilleur, demain. Donc il y a pas de souci à se faire là-dessus. Je reviens sur les autres questions. J'en ai vu une, qui était, particulièrement pertinente aussi et qui te concerne un peu plus, Lynn, sur, le web du coup. Est-il judicieux de Oui. faire un one page alors qu'il est évident et compliqué, que c'est compliqué de référencer un tel site? Bah, pour du référencement, oui, c'est pas la bonne idée, effectivement. Sauf si tu as vraiment qu'un mot-clé, tu te positionnes que sur un mot-clé et encore, voilà, tu mets tous tes backlinks là-dessus, tout ton netlinking et cetera, tu les mets sur cette page-là, sur cette partie SEO, Victor, tu auras peut-être plus d'expérience que moi là-dessus, mais si tu veux vraiment souvent les one page, ça va vraiment être soit pour les personnes qui veulent quand même avoir une visibilité sur le web et qui ont pas trop de budget et cetera, c'est une solution. Sinon, ça va plus être justement pour des sites qui ont pas forcément besoin du SEO et on retrouve notamment tout ce qui va être restaurant, bar et cetera. On va pas les trouver en mettant restaurant, Lille ou restaurant Lyon, hein, on va pas se positionner là-dessus. Ils sont déjà connus. Par contre, ça permet d'avoir une belle vitrine où on trouve toutes les informations. Voilà, c'est les exemples qui me viennent. Je sais pas, Victor, tu auras peut-être plus d'informations à Ouais, beh, moi j'ai 2 raisons pour lesquelles je partirais ouais. sur du one page. La première, c'est une LP, une landing page, Oui aussi, page bien sûr. classique pour convertir, que ce soit comme l'a dit Lynn, un produit unique, temporaire, n'importe quoi, une presta que j'ai envie de tester. Dans ce cas-là, Mmh. pour pas s'embêter à faire 10 pages alors qu'on peut en faire qu'une, bien chiadée, faite pour la conversion et dans ce cas-là, le SEO, à la limite, on s'en fout, on envoie, de l'Ads, du Facebook Ads, du Google Ads à fond sur la LP et derrière ça convertit, le tunnel de vente est super facile. Donc ça, c'est la 1re raison pour aller vers du one page et la seconde, c'est pour du test. Heu,
avant de tester un concept, une entreprise, on voit souvent, hein, sur la toile des LP avec de la récolte de données, de la récolte de mails pour un prochain lancement avec l'annonce du site web qui est enfin prêt. Voilà, c'est un peu les deux exemples qui me viennent en tête. Et sinon, c'est effectivement évident, et je suis d'accord avec cette affirmation, que c'est compliqué de bosser le SEO d'un site one Oui, page. c'est Si un pas client vient à vous avec son site, il en est super fier et qui fait une page qui a des encres dans le menu qui ramène au tiers, aux 2 tiers et à la fin du site, ouais, effectivement, ça va être intéressant d'essayer de lui vendre une presta un peu plus complète avec un site plus complet pour pouvoir avoir plus de liberté pour bosser le SEO. Tout à fait. Eh bien, on va peut-être prendre 2 ou 3 dernières questions avant de vous laisser aller manger et laisser Lynn aller manger aussi, parce que le temps file. J'ai cru en voir une ou deux qui sont arrivées sur la fin. Celle-ci, par exemple, de Carole. Certaines agences de com proposent un forfait pour le référencement et la gestion de site afin de nous laisser gérer uniquement le côté graphique et créatif. Est-ce une bonne stratégie? Attends, je relis. Un forfait pour le référencement et gestion du site, ouais, afin de nous laisser gérer uniquement, quoi. Alors, quand tu dis «nous», c'est le client ou c'est en tant que client? Je pense que c'est en tant que client. Effectivement, je suis pas sûr d'avoir compris OK. non plus. Bah, ouais, en fait, bah, je trouve ça étonnant qu'on distingue effectivement la gestion du site et le référencement et le côté graphique. Parce que si on crée le site, normalement, on gère aussi la partie graphisme, hein, enfin la partie en tout cas, visuelle. Donc, bah, ouais, Carole, si tu peux apporter plus de Ouais, précisions, je peux apporter plus de précision, mais je pense que je vois à qui ça s'adresse et le genre d'agence que c'est. Et D'accord. c'est pas une super strat et c'est pas une super Ouais, idée. je comprends pas trop, ouais. Je pense pas que le client peut être satisfait en finalité, en fait. Non, je pense pas, je pense pas. Je comprends pas trop la Les trucs un stratégie, peu, ouais, de toute mais façon, les trucs un peu clés en main, qui proposent un forfait mensuel, avec un engagement sur 48 mois ou je sais pas quoi, c'est jamais une super idée. Parce qu'effectivement, ça peut paraître intéressant parce qu'ils font tout, et ils s'occupent de la technique, ils s'occupent du SEO, ils s'occupent de tout. Mais généralement, ils s'en occupent pas super bien et vous oui. êtes engagé sur un temps, vaut mieux pour le coup, apprendre à faire soi ou alors prendre un prestat, Mmh, spécialiste sur cette partie-là. Je pense notamment au SEO. De toute façon, le ouais. SEO, C'est à part, hein, faut c'est vraiment à être, part, c'est encore un autre spécialiste. sujet. On pourrait en faire un webinaire aussi, mais il y a aussi beaucoup de gens, hein, comme les gens qui se disent développeurs, qui se disent très, très vite spécialistes SEO alors qu'ils ne le sont pas du tout. OK, bah, une dernière petite question peut-être sur la route, ou 2 dernières, allez. Pouf, 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 je regarde s'il y en avait encore une autre sur l'IA, mais je pense que non. Et beh, non, bah, du coup, bah, ça sera une petite question sur la formation. Sur le rythme, ça, c'est une très bonne question. 3-4 mois en temps plein, est-ce possible, la suivre en dédiant 1 ou 2 jours par semaine, j'imagine? Ouais. Tout à fait, tout à fait. On a la majorité des apprenants, hein, chez WebMyDay, peu importe la formation, qui nous rejoignent et qui ont des obligations, Mmh. donc qui sont encore salariés, qui sont en activité, qui ont déjà des clients. 1 ou 2 jours par semaine, ça suffit, pour suivre, la formation WordPress comme les autres formations, effectivement. Quand on dit 3 à 4 mois, alors c'est parce qu'il y a déjà 2 formules, la formule certifiante de 3 mois et la formule freelance qui rajoute Mmh. 1 mois d'accompagnement supplémentaire, donc on passe à 4 mois. À temps plein, non, pas réellement. En fait, vous avez, une plateforme de e-learning qui est dispo, H24, donc vous pouvez, vous y connecter le matin, le soir, la nuit, quand vous voulez, sur ces 3 4 mois et après la formation, évidemment. Donc vous suivez un peu en autonomie, les modules qui ont été réfléchis, en l'occurrence sur la formation WordPress, un peu dans l'ordre, avec les consignes de votre formateur, qui peut s'avérer être Lynn, et vous avez 8 séances de formation à, placer sur ces 3 mois, 4 mois de formation si vous partez sur la formule freelance. Voilà un peu comment ça se passe.
Petite question également sur l'après-formation, comment trouver des clients après la formation sans expérience? Et beh, justement, ça va Ouais. être enjeu des séances déjà d'accompagnement avec vos formateurs, qui vous accompagnent un peu sur cette partie-là. Et vous avez un module, hein, qui vous y aide aussi dans la formation WordPress, qui est le dernier module de la formation WordPress qui s'appelle «Se professionnaliser sur WordPress». On vous a concocté pas mal d'informations, d'astuces, de valeurs, beaucoup de choses pour vous aider à trouver, vos premiers clients, votre première mission. Et puis pour aller plus Ouais. loin, il y a la formule freelance, avec, des experts en création, et gestion d'entreprise, pour se lancer, pour la suite, pour la tarification, pour la définition des offres et cetera, pour partir un peu serein sur cette partie-là qui est loin d'être évidente, hein. Ouais. Évidemment, une fois qu'on a fini, la partie compétences, bah, il y a tout le Toujours ce reste, hein. qui fait peur, hein. Ouais, c'est clair. Et pour aller encore plus loin, il y a aussi des cours collectifs, du coup, Ouais, tout à fait. en interne pour les apprenants, WebMyDay, qu'importe la formation suivie d'ailleurs, il y a un accès à tous les cours collectifs, et il y a des cours collectifs, bah, pour le coup, qui ont été faits par des coachs, WordPress, donc c'est un petit peu plus, orienté WordPress sur, comment trouver des clients justement. Je sais plus si c'est Baptiste ou Alessio, mais voilà, il y a aussi ça C'est en Alessio. plus. Ouais, tout à fait. Ouais, tu as raison. Alessio. On va prendre une dernière question et puis on va devoir, malheureusement, y aller. N'hésitez pas à reprendre aussi le replay la tête, reposée si besoin et puis, à nous poser vos questions, à continuer à nous poser vos questions, hein, que ce soit par mail ou d'autres moyens. Autre petite question donc, pour toi Lynn, parce que ça reste sur ton sujet, hein, même si évidemment ça va Ouais. dépendre, mais c'est une question qu'on revoit assez souvent, hein, quand on débute sur le web. Le coût. Alors, la gestion d'un site dans le sens où c'est ton propre site à toi, c'est pas la maintenance, hein, c'est pas toi qui fais la maintenance, c'est ça, hein? Donc, ça va dépendre du site internet et cetera, mais souvent, on va par rapport aux 2 hébergeurs qu'on présente dans la formation, par exemple, on va pas dépasser les 120 € l'année. Voilà, ça c'est vraiment 120 €, c'est, le plus cher pour un site vitrine classique. Pour un site, pardon, même site e-commerce, hein, mais pour un site classique, si vous avez pas, je sais pas, des centaines de sites sur votre hébergeur, là, faudra, changer de formule et prendre une formule, plus chère. Mais, normalement, pour, 1 ou 2-3 sites, classiques, vous pouvez partir sur une formule, qui vous coûte 120 € l'année maximum. Sachant que la première année, souvent c'est moins cher, il y a des offres, il y a des promos, il y a des codes. Vous avez un code WebMyDay pour, l'hébergeur Hostinger, par exemple. Hem, donc voilà. Alors, Carole a précisé, elle parlait plutôt des sites des clients, comment elle Ah, facture, la heu, maintenance. ouais, la maintenance OK. et la partie hébergement. Moi, je précise juste sur la partie hébergement, c'est au client de prendre l'hébergement, le nom de domaine. Je vous le déconseille de vous occuper de cette partie-là et de refacturer derrière. Très mauvaise idée. Je te laisse, dire ce que tu en penses toi, Lynn, mais moi je suis de cet avis-là parce que, beaucoup de complications. Dès qu'il y a un pépin, c'est pour vous. Dès qu'il y a, Mmh. un hébergeur, qui flambe, comme ça arrive souvent chez OVH, Oui, c'est pour vous. Donc ça demande de prendre des assurances, donc ça demande pas mal de choses. Donc on ne refacture pas c'est l'hébergement, ça. le nom de domaine, c'est au client de le faire et à la limite, vous pouvez gérer son compte, ça, il y a pas de souci et la Voilà. gestion de la maintenance du site, c'est encore autre chose. Ouais, donc ça, c'est pareil, toute la partie, bah, il y a une vidéo justement qui traite de ce sujet dans la formation. Comment gérer justement l'achat de l'hébergement et du nom de domaine avec le client? Parce qu'en soi, il y a plusieurs options possibles. Mais comme Victor, je déconseille de mettre, le site internet du client sur son propre hébergeur à soi, parce que le client est dépendant du coup de vous et dès que, vous souhaitez changer d'hébergement, dès que le client souhaite changer de prestataire pour X raison, vous devez faire une migration et cetera. C'est quand même, vous devez faire payer la migration du coup, enfin, c'est des choses en plus. Si vous gérez pas la maintenance en plus, ça n'a vraiment aucun intérêt que ce soit chez vous. Mais même si vous gérez la maintenance, personnellement, je suis du même avis que Victor. Je trouve que c'est plus simple que ça reste chez le client et qui vous donne à la limite un accès alors pas à son compte forcément, mais qui vous de créer un compte, pour avoir accès à Ah bon? son hébergement.
Ouais, voilà, ouais. pour pouvoir quand même gérer, en arrière-plan si vous gérez la maintenance en tout cas. Mais voilà, il y a toute une vidéo qui est consacrée à ce sujet-là dans, la formation WebMyDay et il y a aussi une vidéo concernant la maintenance. Donc là, il y a aussi plusieurs options possibles. Il y a différents types de maintenance, il y a différentes manières de tarifier. Donc là, on peut être plus au forfait pour le coup qu'au jour, mais ça dépend. Il y en a, ils font à l'heure, et d'autres font au forfait. Là, pour le coup, pour la maintenance, le forfait, c'est assez pertinent. Mais ça dépend. Il y a pas de règle. Et encore une fois, pour le coup, le module qui concerne la professionnalisation en tant que freelance webmaster, c'est vraiment beaucoup de conseils, d'astuces. On montre plusieurs manières de faire, mais après, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vous qui choisissez ce qui vous semble le plus pertinent, le plus agréable pour votre organisation, pour votre personnalité, etc. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'on a répondu à la question. En tout cas, je reviens juste 2 minutes sur cette partie-là. Nous, quand on s'est lancé avec Léopoldine avant WebMyDay, on a créé une agence web et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de déboires sur la gestion, d'hébergement pour le Oui. client. Donc c'est nous qui nous occupions de cette partie-là et le client, derrière, qu'on refacturait et c'est vrai que ça a été très, très compliqué et même parfois après le contrat, quand on se séparait du client, le client revenait encore parce qu'il avait l'impression qu'on était nous-mêmes l'hébergeur, en fait, presque. Ah oui. Ça arrive assez souvent. C'est vrai qu'il Quand peut y avoir la confusion. La ah notion bah, le temps passe d'hébergement n'est assez pas vite claire pour et le client, pour ouais, beaucoup de clients donc. on a l'impression que vous êtes OVH et que c'est à vous qu'on doit, et c'est vous qui devez rendre des comptes. Donc c'est toujours un Ouais. peu compliqué. C'est pour ça que je déconseille, surtout quand on se lance. Après, quand on commence à prendre un peu d'assurance, quand on est sûr de ses outils, Oui. de sa stack, Mmh. pourquoi pas? Et qu'on est sûr de ses tarifs, pourquoi pas effectivement? Qu'on a des outils de gestion, pour, gérer la maintenance et cetera. Why not? Effectivement. Mais sinon, je vous le déconseille pour démarrer, c'est plus simple pour tout le monde. Mmh. Et bien merci beaucoup Lynn. Merci à vous aussi, à vous tous Ouais. pour toutes vos Merci à questions, tous. ça a été vraiment très, 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 très intéressant, très Ouais. pertinent. Donc j'espère que ça vous a plu. On refera sur des modèles, un peu comme ça, hein. Ça permet d'aborder quand même beaucoup de sujets et d'avoir certains débats, comme on a pu les avoir sur les enjeux, sur l'IA, sur tous ces sujets-là qui sont assez trendy en ce moment. Donc c'est cool de pouvoir les aborder. Merci beaucoup, Lynn, pour ta participation et pour tout ce que tu as pu partager aujourd'hui et écoutez, on vous dit, à très bientôt pour éventuellement, une partie 2. Ouais, carrément. Merci tout le monde. Merci Victor aussi d'avoir participé avec moi Avec et plaisir, puis à une prochaine fois. carrément. Merci beaucoup, merci à tous, Bon merci, appétit. bon appétit, bonne journée. À Bonne bientôt. journée.